24 mai 2022. Un soleil de plomb brille dans les ciels du Texas. C'est l'été, la saison des joies et des jeux de fin d'année. Le parfum des vacances peut presque nous chatouiller le nez. Au loin, une petite fille vient de sortir de chez le médecin. Son oreille semble la déranger depuis ce matin. Pourtant, elle cache sa douleur pour ne pas donner au docteur raison. Sa mère la réconforte alors et lui propose de rester à la maison. Mais pour la suite de la journée, la fillette a d'autres projets. Elle aussi veut voir ses amis et s'amuser. Alors en prenant sa voix la plus calme et la plus posée, elle demande « Maman, je peux retourner à l'école s'il te plaît ?» Ne pouvant résister aux yeux doux de sa fille bien-aimée, elle accepte de l'y déposer. Au programme de l'après-midi, le dessin animé Lilo et Stitch. Toute sa classe passe un bon moment devant ce film. Bon enfant. Soudain, la maîtresse se lève, crie aux élèves de se cacher. Ils s'exécutent, apeurés. Elle verrouille la porte, ferme les rideaux, éteint la lumière. Silence complet. Puis, comme si le film ne s'était jamais arrêté, une rafale de balles transperce la porte. Des éclats volent partout dans la pièce, telles des étoiles filantes de verre. Et un être, sûrement dans une autre planète, avance sur les débris par terre. On distingue à peine le contour de sa silhouette. Est-ce un homme? Peut-être. Il s'approche de la maîtresse, la fixe droit dans les yeux et lui chuchote. Bonne nuit. Un rayon lumineux traverse sa tête. La femme s'est endormie. Alors une tempête de lumière s'abat sur le reste de la classe. La petite fille s'est figée, elle reste de glace. Tout devient sombre, obscur, tandis que le soleil brille de mille feux. Elle ne réalise pas, les questions fusent. Comment en est-on arrivé là? Qui est cet homme là-bas qui tire balle par balle sur chacune de ses camarades? Et s'accumule, son oreille blessée siffle. Elle tombe à la renverse, la larme à l'œil. Vous voulez voir la fin du film. Cette fillette s'appelle Mia Cirillo. Elle avait 11 ans au moment des faits. Rassurez-vous, c'est une survivante du massacre de l'école élémentaire Robb à Uvalde, qui a fait 21 morts. Elle s'est présentée au Congrès américain pour témoigner des violences provoquées par les armes à feu, sans succès. Pourtant, des milliers de civils vivent chaque année ces atrocités, comme dans une école du comté de Fairfield, un lycée du Colorado, l'université Virginia Tech, mais aussi à Las Vegas, à Denver, dans le métro new-yorkais et même sur une base militaire. Plus personne n'est à l'abri d'une tuerie de masse aux États-Unis. Pourquoi cette escalade de violence, me direz-vous? Eh bien, la réponse, mesdames et messieurs, la réponse, voyez-vous, est aussi simple que de se procurer un fusil sur le sol américain. 393 millions d'armes à feu pour 340 millions d'habitants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 28 États sur 50 ne possèdent absolument aucune législation sur le port d'armes, hormis la loi fédérale. Cela signifie donc que quelles que soient vos intentions, vos antécédents judiciaires, votre état mental, vous pouvez acheter l'arme de votre choix en remplissant un simple formulaire. C'est absurde, c'est révoltant. En moyenne, 48 000 personnes, dont 2800 mineurs, meurent chaque année par arme à feu aux États-Unis, soit 130 morts par jour. Ce sont là les conséquences incontestables d'une politique trop libérale dont le nombre de morts lui est égal. La loi fédérale autorise l'achat d'armes longues à partir de 18 ans et d'armes de poing à partir de 21. Mais ces limites sont encore plus souples lors de ventes sans revendeur agréé, puisqu'il n'y a alors plus aucune limite d'âge pour acheter une arme. Certains États imposent des restrictions dites plus strictes, interdisant l'achat d'armes avant 18 ou 20 ans. Mais ces jeunes de 18 à 20 ans commettent des homicides par arme à feu 3 fois plus que les adultes de 21 ans et plus. La Californie ou encore le Colorado font partie des États où le port d'armes est le mieux encadré. Malheureusement, leur prise de conscience fut grandement motivée par les massacres qui s'y sont déroulés. Une question irrationnelle apparaît alors. Faut-il attendre que tous les États soient touchés par une atteinte à leur sécurité? Eh bien, sachez que pour le moment, 6 décès sur 10 dus aux violences par arme à feu sont causés par le suicide et non par des attaques. Selon une étude de l'université Johns Hopkins à Baltimore, le suicide est rarement un acte prémédité. Figurez-vous que la durée qui s'écoule entre la décision de se donner la mort et l'acte lui-même est inférieure à 5 minutes. Imaginez un instant durant ces 5 petites minutes, une connaissance, un ami, un frère, une sœur, un fils, une fille, disparaître à cause de son mal-être, sans même avoir eu le temps de l'en dissuader. Il a été prouvé que l'accès à une arme à feu triple le risque de décès par suicide. Tout cela à cause de politiciens trop soucieux de leurs intérêts, tandis que leurs concitoyens se suicident pour fuir leur société. Hélas, il devient difficile d'agir dans cette société où les armes à feu considérées comme un patrimoine historique et culturel sont omniprésentes depuis des siècles. Et pour cause, le deuxième amendement de la Constitution américaine garantit à chacun le droit de porter une arme pour se défendre. Pourtant, c'est bien pour tuer que certains portent une arme. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce la sûreté et la propriété comme des droits fondamentaux de l'homme. Mais la sûreté n'est-elle ici pas justement mise en danger par la propriété d'une arme à feu? Que vaut un droit s'il en menace un autre? Eh bien, l'équilibre se brise
et plus aucun des deux n'est véritablement garanti. Vous ne trouverez donc pas ma pensée trop insensée si je dis que les armes à feu ne constituent pas une sécurité, puisqu'elles sont à l'origine de ce danger. De même lorsque l'on parle de légitime défense. Environ 80% des tueries les plus meurtrières ont lieu dans les zones où le port d'armes est le mieux encadré. Mais justement, les auteurs de ces drames s'assurent que personne ne porte d'armes pour massacrer tout le monde sans regret, sans âme. Ils profitent d'un système désorganisé en se déplaçant sciemment dans les États plus stricts pour abattre des innocents sans défense. N'est-ce pas horrible? Ne ressentez-vous pas, comme moi, l'envie de vous lever contre ce système qui tue des innocents? Et malgré cela, savez-vous quelle serait leur solution? Sûrement une idée ingénieuse, sensée, qui fait appel à la raison. Puis la NRA, National Rifle Association, plus grand lobby d'armes à feu du pays, nous annonce que si les gens meurent, c'est qu'ils n'avaient plus de munitions. Vous ne rêvez pas, non. Leur objectif est bien d'armer tout le monde alors que leurs fusils inondent déjà le monde. Alors que la diversité des lois selon les États, ainsi que l'action de puissants lobbies tels que la NRA, empêchent déjà toute action concrète. Ces grands patrons sans scrupules dépensent chaque année des millions de dollars pour influencer les législateurs et politiciens, notamment l'actuel président des États-Unis, puisque sa campagne fut financée en 2016 par la NRA et son budget de 400 millions de dollars par an. Ne vous y trompez pas, ce dernier assiste chaque année aux grandes conventions d'armes et pousse ainsi des milliers d'Américains à s'inscrire chez le grand lobby, une inscription payante. Pendant que certains s'en mettent plein les poches, des tueurs ne ratent pas le coche pour décocher des balles qui chassent la vie. Et oui, il semble que l'argent compte bien plus que la vie, car lorsqu'il y en a assez, les politiques perdent la vue et changent leurs avis. Même les hommes de valeur ne peuvent pas lutter face à la grandeur factice des hommes fortunés. Barack Obama, le président à l'époque, a soutenu un projet de loi qui visait à étendre la vérification des acheteurs d'armes, y compris lors de ventes ou de salons privés. Bien évidemment, cette proposition fut rejetée en raison de l'opposition des Républicains et de la NRA. Une impuissance des plus choquantes, marquée par les larmes du président lui-même suite aux fusillades qui ont eu lieu lors du reste de son mandat. Que dire de plus? Comme l'a souligné l'historien André Caspi, le cycle paraît immuable, des tueries, une émotion largement répandue, des fortes demandes pour des changements législatifs et une action du Congrès. N'a-t-il donc aucune solution? Je ne suis pas de cet avis, même si pour le moment le gouvernement Trump bloque toute loi plus protectrice. J'ai l'espoir que dans le futur les choses finissent par évoluer. La nation américaine en a les moyens, sensibiliser les nouvelles générations, déceler plus efficacement les profils à risque et changer les mœurs. Car un jour, ce ne sera peut-être plus ailleurs mais ici. Avec 11 millions d'armes à feu en circulation, dont à peine la moitié sont déclarées, la France voit le spectre des fusillades gagner ses rues. Celles-ci ne sont plus des faits divers étranges, non, elles deviennent nos réalités. Alors, posons cette dernière question, si simple mais profonde. Si nous restons muets face à la peur des autres, qui parlera quand viendra la nôtre? Je rêve d'un idéal où tout le monde est sain et sauf et s'aide les uns les autres. Ainsi, dans un premier temps, je suis pour l'harmonisation de toutes les législations aux États-Unis, avec permis obligatoire uniquement et seulement à partir de 21 ans. Dans cela, la jeunesse américaine restera en détresse et ce cycle d'horreur se répétera sans cesse, alors qu'il a déjà coulé beaucoup trop de larmes de tristesse. Merci beaucoup.